Salut à tous, on est en live pour notre sixième live permanence pour l'association Formaker. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous lâcher quelques commentaires. Et ben avant qu'on commence, donc je suis avec Fred et Alexandre. Ben comment vous allez? Ça va très bien. Écoute, Salut, ça va aussi. déconfinement, je pars dimanche sur Paris m'installer dans ma nouvelle demeure. Waouh, ça c'est c'est du programme. En tout Hmm. cas, pour l'association Formmaker, il y a une petite nouveauté. Alors, je crois qu'on ne voit pas non plus de nouveau ma webcam, mais techniquement, je suis plus chez moi. On est dans notre local à la Mide. Alors, le local, c'est ce que vous voyez c'est la photo du fond d'écran que Lionel met dans, dans le live. Si elle revient, on me verra évoluer dans ce local et je vous présenterai les différents endroits. Si on ne me voit pas, eh bien on fera comme d'habitude, on improvisera et on vous parlera d'impression 3D, de modélisation 3D. Et s'il y a des personnes qui souhaitent faire l'atelier poterie ou toupie, il faut vous manifester pendant le live et on passera dessus. Donc voilà pour refaire les présentations. Donc Maker Fred de l'association ForMaker. On est une association de makers qui fait chaque année des projets en 3D, qui fait des projets autour des makers, qui là maintenant grâce ou à cause du confinement, on a décidé de passer notre permanence en live. Proposer chaque semaine eh bien, des exemples de ce qu'on peut faire en 3D, en modélisation 3D grâce à Alex, en impression 3D grâce à notre imprimante ou celle d'imprimantes d'invités qui peuvent se coller au live. Donc n'hésitez pas à vous proposer si vous avez envie de faire partie du show. Ça dure 1 heure le mardi. Euh, un minimum de préparation, mais pas trop. Donc voilà, on vous propose ce qu'on a envie de proposer, ce que vous nous demandez dans le live. Et là, je vois déjà que pour faire suite au dernier live, où la modélisation d'un tank prend vraiment une très belle tournure, je laisse la parole à Alex qui va se représenter comme c'est un live. On Ça attend vole. toujours de nouvelles personnes et voilà, nous présenter ce que tu vas nous présenter. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexandre Adler, je suis modeleur 3D. Je modélise soit en classique, comme on a pu voir avec le tank qui est ici, soit en sculpture digitale, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour la première petite partie, ça va être une petite aparté. Je vais montrer un peu comment a évolué le tank, parce que maintenant, je commence à attaquer les textures. C'est pas fini, c'est que des aplats. Et je vais montrer aussi les petites modifications que j'ai faites pour l'animation. Et en deuxième partie, donc, comme ça a Ok. été demandé, je vais montrer comment on modélise un œil en sculpture digitale en montrant vraiment tout le processus de création, quels outils utiliser, comment ça marche en fait. Et comme j'avais dit en commentaire sur la page officielle, c'est que ce que je vais faire sur l'œil, la plupart des outils et la plupart des processus de création, c'est un peu ce qui est utilisé en général dans, Ok. En tout dans cas, c'est un dans sacré la programme. ouais. En tout cas, merci ouais, de nous proposer ça. Et du coup, tu peux te lancer sans souci. Lionel fera le lien, regardera le chat. Et comme dit, si on accueille de nouvelles personnes sur. Et, ouais. Et s'il y aura des questions par rapport au processus de création en sculpture, si certaines personnes ne comprennent pas trop, ne voient pas comment ça fonctionne ou comment j'ai fait certaines manipulations, il peut toujours y Ouais, avoir des questions et je répondrai le mieux que je peux ok. euh, aux demandes. Évidemment, il y a pas de souci. Alors, c'est vrai on est au sixième live. Chaque fois, on tente de nouvelles approches, on améliore le processus à chaque fois. Comment est-ce qu'on distribue
la visibilité d'écran, comment est-ce qu'on présente les choses. Alors, on se posait vraiment la question grâce à un de nos auditeurs qui est aussi membre de l'association, Dominique, j'espère qu'il nous entend. La question était bien posée. Alors, est-ce que pendant ce live, on ferait comme les tutoriels que vous trouvez sur Internet, à savoir vous montrer pas à pas toutes les étapes pour apprendre quelque chose. Alors, ça dépend vraiment de notre auditoire. Ça veut dire que au début de chaque live, je pense qu'on devrait prendre le pouls et savoir qui est là, qui a envie de faire un atelier 3D d'initiation avec les outils gratuits que sont OpenSCAD et l'outil que je vous propose sur un site web. Il faut avoir un PC et une souris sous la main. Ou si vous voulez que Alexandre, quand il est dans son univers Warhammer 40 000, détaille beaucoup plus ce qu'il fait. Alors, tout dépend finalement des personnes qui vont être sur notre live. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont jamais touché de 3D? Alors, on fait des ateliers simples et on les fait tranquillement, en prenant notre temps, ou on donne à voir ce qu'Alexandre fait avec son temps, qui voilà, a un niveau extrêmement avancé. Mais ce qui est intéressant, c'est que il peut faire rêver, quoi, hein. Justement, quand on va très loin dans un domaine, ça peut faire rêver, ça peut donner envie de commencer. Donc, voilà, c'est au choix. Simplement pour vous dire que cette fois-ci, à la différence des autres lives, on est dans notre local à la MIP, qui est dans le quartier Strasbourg-Neuhof. Et je vous donne l'adresse, hein, si des fois vous voulez venir nous voir dans quelques semaines, quand le bâtiment sera de nouveau ouvert au public, eh ben, on est au 19 allée Jacqueline Auriol, 67 100 Strasbourg. Donc, je pense que on est bien parti. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui nous suivent, mais en tout cas, on leur dit bonjour. Alexandre, tu es en mode croiser les doigts. Alors, tout va bien ou, Ouais, tout va très bien. Ouais, ouais, je me suis préparé. Il n'y a pas de souci. c'est quand tu veux, alors, si tu le sens. Ok. Je te laisse la parole. Alors, c'est très simple. Donc, pour ceux qui nous rejoindront, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais. Totalement. Je sais que Dominique, il a souvent des questions et après je rebondis sur ce qui a été dit. C'est vrai que moi j'ai vu pas mal de gens justement demander à ce qu'on revienne sur la partie modélisation et je sais que Dominique avait aussi fait la demande si ça peut être un peu plus lent pour qu'il puisse suivre. Alors je sais que tu peux pas forcément aller de manière très très lente, mais voilà, juste peut-être expliquer un peu plus ou faire un petit peu plus lentement. Au lieu d'être à 1, si tu peux être à 0,99. Ouais, je comprends. Comme dit, quand on a fait les lives précédents, il y a eu beaucoup d'interventions. Donc moi, de mon côté, je continuais à sculpter, à modéliser sans expliquer parce que je voulais pas couper la parole aux autres et tout qui expliquaient un peu aussi leur domaine, quoi. Mais là, je vais vraiment y aller doucement. Alors, on finira peut-être pas l'œil parce que ça demande quand même un gros travail. Mais on va voir des grosses facettes du logiciel pour comment bien travailler avec ce logiciel. Ok, en tout cas, c'est un domaine passionnant. Et puis, comme dit, pareil, hein, pour l'initiation à la modélisation 3D avec nos petits logiciels qui sont OpenSCAD, qui sont le petit script qu'on trouve sur notre site. Dès que Alex en ressentira le besoin, on peut prendre le relais pour faire une petite initiation et puis voir si des personnes ont envie de se lancer sur la 3D. On prendra notre temps pour leur expliquer, sachant que, on va dire, notre volonté, notre métier à la base, c'est de vous faire des ateliers en live, parce que c'est tellement plus vivant d'avoir une imprimante 3D qui tourne dans le coin de la salle, de voir comment au bout d'une heure ça évolue, et puis vous donner toutes les clés grâce à la modélisation 3D, de vous faire des pièces vous-même. Et puis sinon, ce qui est simple, hein, c'est que les pièces que modélise Alex ou d'autres personnes, elles sont très facilement téléchargeables sur Internet. On vous présentera le site après Alex. Alex,
si t'es bon. Ok, ouais. Alors, je reviens vite fait sur le tank, parce que donc on a modélisé le tank. Mais dans la 3D, il y a d'autres facettes qui sont de rendre un peu les objets plus vivants en les animant. Alors, vous pouvez voir autour du tank plusieurs petits carrés qui sont des contrôleurs. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'animation parce que c'est pas vraiment le sujet, mais je peux montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc là, toutes ces petites pièces, en fait, sont des petits contrôleurs qui vont nous permettre de bouger les différents éléments. Et on peut voir aussi des petits boutons que j'ai créés à côté. Et là, par exemple, si je vais zoomer sur la petite tourelle ici, je peux la mettre donc bien de face. Elle vous regarde droit dans les yeux. Et là, avec le petit bouton, je vais le faire tourner et la Gatling, elle tourne. Ah ouais, ah, carrément, Et, ça et c'est ça, génial. j'ai fait ça pour toute. Ah, il n'a pas de frise, donc c'est pas grave. Et pareil pour toutes les autres tourelles, si vous pouvez les voir là, bah, je peux sélectionner mes petits boutons. C'est comme en fait si vous aviez un tableau de contrôle en fait pour vos trucs. Et puis là, vous voyez, quand je les bouge, bah, ça bouge. D'accord. C'est comme les Et curseurs, quoi. C'est-à-dire je peux faire lance avancer le l'animation, tank. quoi. Voilà, c'est de l'animation, hein. C'est vraiment. Alors, c'était une petite aparté pour montrer ce qu'on peut faire en plus de la modélisation. On peut faire de l'animation. Alors, tout le principe de créer ces boutons, c'est quelque chose d'assez approfondi dans la 3D, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que le plus important, c'est la modélisation et on va switcher là-dessus tout de suite. Donc, c'était le visage qu'on avait fait. Et Ok, là, donc, ouais. on va Excellent. s'attaquer, on va s'attaquer à comment créer un œil. Alors, ça, c'est une autre parenthèse que je vais donner à tous ceux qui veulent apprendre la 3D. Se servir d'un logiciel, c'est bien, mais il faut aussi savoir ce qu'on modélise. Quand on modélise un visage, un œil ou un personnage, il y a des règles à respecter, des règles anatomiques, par exemple. Il faut savoir où on va. Tous les artistes, tous les modeleurs, même si c'est pour un truc simple, il faut avoir une connaissance visuelle, c'est le minimum syndical. En fait, quand par exemple là je tourne autour du visage, on peut voir que l'arcade, si vous mettez votre visage de trois quarts, vous voyez que si on regarde chez moi, l'arcade elle rentre, l'œil cache un peu le lambeau de peau, on a le visage qui part et le menton qui est plus proéminent et qui après, voilà. Et pour modéliser un œil, ça va être pareil. Ah donc l'œil, qu'est-ce que c'est? Tout bêtement, c'est une sphère dans votre visage. C'est une sphère qui rentre dans l'orbite et qui va être recouverte de peau. Il y a deux écoles dans la modélisation des yeux. Il y a ceux qui vont directement sculpter à même le visage, les paupières, les replacer et après placer la sphère au centre donc de cette paupière. Et il y a la deuxième école qui en fait place directement donc l'œil, creuse, si je me trompe pas, ça c'est l'iris, et après va placer la pupille. Donc pour les yeux, notre œil, bêtement, c'est une sphère. L'iris rentre à l'intérieur et la pupille après va être encore une espèce de extrusion intérieure au niveau. Et après, on va placer la paupière par-dessus. C'est plus simple de faire comme ça parce que ça permet après vraiment de créer un œil spécifique. Donc, on Alors, va attaquer. d'anatomie, c'est vrai que Alex nous parle d'œil, effectivement, de sphère. J'ai changé de micro entre-temps. On m'entend toujours aussi bien? Ouais, ça va, ouais. On Ok. t'entend, mais on te voit pas. Enfin, en tout cas, tu es noir. Est-ce que je peux mettre une image de convenance prochaine fois si jamais la webcam euh, elle est, euh, elle est en train de faire grave. Bon, peu importe, si on m'entend, moi je voulais juste, quand j'entendais Alex parler d'œil et de sphère, combien de personnes ici dans le live ont disséqué un œil de bœuf dans un cours du collège, je crois. Moi, je me souviens avoir fait ça. Est-ce que vous avez fait ça tous les deux?
Pour ma part, moi, ça a été surtout de l'étude anatomique, hein. J'ai beaucoup étudié les œuvres de. Alors que je dise pas de conneries, c'était pas Picasso, c'était De euh, Vinci? De Vinci, voilà, exact. De Vinci était un des précurseurs dans l'étude anatomique. Quand le cercle des Lumières avait été créé, il les avait rejoints. C'est lui qui a fait la plupart des croquis anatomiques. Et d'ailleurs, petite anecdote pour ça, à cause de ses études, l'Église l'avait traité de nécromancien. Ah bah, à l'époque, il allait vraiment très loin dans l'innovation, j'ai envie de dire, hein. Il y avait beaucoup de restrictions. À l'époque, le corps était vraiment sacré, quoi, hein, puisque quand on parle de sacré, bon, bah, comment dire, impactait les gens, c'était beaucoup bah, l'éducation religieuse, j'ai envie de dire, et pour l'époque, Oui, oui. c'était un petit peu eux qui décidaient ce qu'il fallait faire ou pas, et voilà, quelque part, ouais, il faut des génies, des inventeurs qui prennent des risques pour aller plus loin, quoi, hein. Ouais, Ce inventeur. commentaire, ce commentaire est sponsorisé par le professeur Didier Raoul. Non, Effectivement, on a un commentaire de Dominique justement qui nous dit qu'il travaillait sur des cadavres, effectivement. Quoi de mieux qu'un cadavre pour commencer à apprendre sur l'anatomie? S'il avait fait ça sur des vivants, on l'aurait pas traité de nécromancien, on l'aurait traité de meurtrier tout simplement, hein. Bah, c'est ça, hein. Bah, c'était pas bête parce que à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui mouraient prématurément et on savait pas qui c'était, où est-ce qu'ils allaient. Donc, les gens ne savaient pas trop quoi faire des corps. Et donc, après, les Lumières achetaient ces corps pour les étudier. Et il y a eu pareil en Angleterre avec les francs-maçons, hein. en tout cas, le sujet de la 3D, l'anatomie et comment dire, l'étude anatomique sur des corps réels, c'est un sujet qui est totalement passionnant parce que je sais que maintenant, pour tout ce qui concerne l'anatomie, il y a, dans mes souvenirs, quelqu'un d'assez connu dans notre ville, à Strasbourg, qui a créé justement un corps 3D des plus, euh, des plus précis pour permettre de faire des dissections en virtuel, quoi. Lionel, toi qui as participé au Hacking Health Camp là dernièrement, je crois que c'est quelqu'un qu'on croise assez souvent là-bas, non? Ça te dit quelque chose? Euh, Bah, moi, je connais Michael qui avait effectivement présenté un projet de corps au Shadok. Alors, je sais pas si c'est la même personne, euh, Moi, je pensais mais plutôt à effectivement, oui. The Visible Patient, en anglais, le patient Ah visible. oui, Luc, Ah Luc oui, Solaire, oui, qui a, qui a développé Visible Patient. Oui. alors ouais, ça c'est justement la possibilité de disséquer des patients en virtuel. En tout cas, là où Alexandre, ben lui, il modifie la 3D, il la crée à partir de rien. Je crois que Visible Passion, c'est clairement des scans 3D de tout le corps humain, quoi, hein, qui sont compilés et puis qui permettent à, euh, à tout un chacun, avec un ordinateur, et puis peut-être même des dispositifs en réalité virtuelle, d'explorer voilà, l'anatomie, quoi. C'est ça. En fait, dans la 3D, il n'y a pas que l'anatomie, c'est surtout l'observation, en fait. C'est comprendre. En fait, c'est un procédé tout simple. Quand, par exemple, tu apprends à dessiner au départ, ton trait va pas être régulier, tu vas pas forcément savoir où aller et tout ça quand tu dois dessiner, par exemple, un visage ou un corps. C'est juste, en fait, de l'observation. C'est permettre, en fait, à ton cerveau de comprendre ce qu'il voit et après de le représenter avec ta main, en fait. D'accord. C'est un entraînement, quoi, en fait. Et tu as ça un peu partout. Si on prend par exemple l'exemple de Alien, donc Giger, quand il a créé l'Alien, il s'est inspiré un peu du corps humain, mais il s'est surtout inspiré de. Alors, s'il y a des jeunes gens sur le live, je ne sais pas si je peux le dire, mais clairement, Giger, son inspiration, c'était l'anatomie pelvienne pour les aliens.
Bon, en tout cas, tu peux le dire, mais Lionel, il faut qu'il mette un petit logo 18+. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit anatomie pelvienne, parce que les jeunes ne comprennent pas ça, les adultes le comprendront. Ok, c'est bien Mais vu. il y avait un petit logo qui est apparu très rapidement, vous l'avez pas vu. Et j'en D'accord. profite puisque Dominique nous a mis à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, il nous a mis 4 messages pour nous dire que De Vinci travaillait sur des cadavres, mais de pendus. Il voulait une précision précise. Ah, ça, je ne Euh, savais pas. Ça, Après, je ne savais pas. apparemment, de Vinci, tu vois, il préférait le cadavre pendu à un cadavre classique. Bon, je pense que c'était sans doute pour la rigidité, justement, de ce Oui, mot qu'on n'a pas le droit de dire, pour pouvoir travailler dessus, quoi. Mais justement, hein, si vous avez pour ceux qui nous regardent, hein, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas hein, à totalement. intervenir. Et justement, Dominique avait aussi une question, je pense, pour toi. Il disait faire un atelier de dessin sur modèle doit être très utile pour modéliser un visage en 3D. Alors, oui, parce que l'étude en 2D nous a permis de savoir les différentes formes simples du visage, que ce soit de face, de profil ou de trois quarts. Si là, je regarde de face, les principaux trucs qu'il y a à savoir, c'est que sur le côté, on a une tempe qui est très plate sur notre crâne. On a le cranium qui est un peu plus élevé, qui donne donc cette bombure qu'on a au-dessus. Et on a la forme des pommettes qui sont triangulaires ici. Comme dit après, si on regarde de trois quarts, comme dit, l'arcade est plus proéminente. On a cette forme ici. Ça rentre et c'est couvert par l'œil. On a la pommette qui ressort, qui descend. Le menton est plus avancé après au niveau de ton visage. Et quand on regarde de profil, on voit qu'il y a cette petite rentrée au niveau du nez. On voit que ici, ça part en arrière, ça va vers l'avant, ce qui forme la pommette, et la bouche est un petit peu plus en avant, mais ce qui nous fait le rictus est plus reculé, et on voit la forme de la mâchoire qui peut être arrondie, plus droite ou pas, et on voit aussi où se placent tous les éléments. De face, on a su que, par exemple, le visage est décomposé en trois parties. Front, qui est égal, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre notre front ici et tout, c'est le même au niveau du nez et c'est le même du en dessous du nez jusqu'au menton. C'est divisé en trois parties. Mhm. Ouais, c'est ce qu'on donne aussi aux élèves qui apprennent à dessiner l'anatomie simplement sur papier. Hein. Il y a des règles comme ça pour faire le C'est des départ. règles simples. C'est des règles Ouais, très simples. En fait, c'est très complexe. C'est complexe au départ. On se dit, ah, attends, mes yeux, ils sont pas bien placés, ou mon sourcil n'est pas bien placé, ma bouche n'est pas bien placée. Si par exemple, voilà, je prends l'exemple tout bête, on place mal la bouche sur un truc, voilà, un peu plus bas, ça donne une impression un peu tu vois qu'il y a quelque chose qui déconne en fait, quoi. Tu as l'impression qu'il tire la tronche, le personnage. Du même que si j'avais placé les arcades un peu trop hautes, on a l'impression en fait que le personnage en fait il est comme ça et c'est pas bon. dans l'esprit humain, enfin, dans le cerveau humain, on a un logiciel de reconnaissance faciale déjà ancré et il y a des choses qui nous disent waouh, ça c'est pas la bonne place, ça j'ai jamais vu de visage comme ça et c'est vrai que pour ceux qui modélisent ou qui dessinent, c'est un exercice qui est au départ qui est pas évident, mais après voilà, c'est comme tout, ça s'apprend. Oui, ça rentre assez vite en fait. Une fois qu'on a vraiment compris tout le truc, c'est pas très compliqué. En fait, c'est des règles vraiment de base. Et même quand on regarde les personnages stylisés dans les films Pixar ou DreamWorks, même si l'anatomie est un peu anamorphosée, les têtes sont plus grandes ou plus arrondies ou plus ovoïdes, bah, quand on regarde le visage, ça ne nous choque pas parce que les principes de base de l'anatomie faciale sont respectés, c'est-à-dire arcade qui arrive au-dessus de l'oreille, les yeux au milieu du visage, le nez qui est aligné par rapport à tes lobes d'oreille et la bouche qui est au milieu entre le nez et le menton, quoi. C'est ça. Ah, en tout cas, ce qui, euh, ce qui nous amène forcément à nous poser la question comment rendre en 3D ce qu'on voit C'est ça. 2D. C'est de l'observation. Alors en tout C'est cas, là, juste. je vois que tu vois aussi, tu travailles aussi les lèvres en même temps ou comment ça se passe?
Pour aujourd'hui, non, on va surtout travailler l'œil, hein. Les lèvres, elles sont à peu près finies. Il y a plusieurs techniques aussi, mais c'est relativement pas plus compliqué que ça, en fait. En fait, quand j'ai travaillé les lèvres, tout ce que j'ai fait, donc comme je l'avais montré la semaine dernière, c'est ce que j'avais fait. J'avais masqué, en fait, toute la partie que je ne voulais pas travailler. Et après, avec un outil qui s'appelle le Move, j'ai juste, en fait, tiré ma lèvre, en fait. Je l'ai un peu tiré, quoi. Et après, je lui ai donné la forme. Et après, pour travailler, par exemple, la lèvre, j'ai utilisé un outil d'âme standard qui permet de creuser en fin trait la géométrie, de dessiner vite fait ma lèvre. Parce que, alors, avec ZBrush, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as un outil pression et un outil étirement. C'est-à-dire que, en fait, de base, le dame standard fait normalement une pression sur la forme, beaucoup utilisé pour travailler par exemple les cicatrices pardon, j'ai fait une erreur, ou travailler, comment dire ça, les certaines ouvertures. Mais quand on appuie sur l'outil Alt, on voit un petit moins qui apparaît sur le curseur et qui dit en fait, je vais faire l'inverse de ce que je fais de base, c'est-à-dire que je ne vais pas creuser, je vais tirer. Et donc j'ai, Mhm. voilà, comme vous pouvez le voir, tiré une ligne pour dessiner un peu ma lèvre. Après, j'ai utilisé un outil qui s'appelle le trim dynamique. Alors, le trim dynamique, c'est un outil qui est un peu comme un épluche patate Mhm. qui va en fait te permettre de tailler grossièrement dans ta forme et de faire des aplats, d'aplanir un peu. Et après, je vais venir smoother. Alors, smoother, on appuie sur la touche majuscule, pas caps Mhm. lock, majuscule, je Et- précise bien majuscule, euh, qui va en fait après détendre le polygone, va un peu l'adoucir. On va y aller très doucement. Alors ça aussi dans les outils 3D, c'est qu'au départ, bah, on y va très grossièrement, c'est pas bon. Il faut y aller vraiment très doucement. Il faut vraiment être câlin avec le logiciel parce qu'il est très sensible. Et on va y aller. On va un peu, voilà. comment est-ce que tu traduirais smoother en français? Smoother, c'est alors si je devais traduire smoother, ce serait adoucir en fait ou relaxer, détendre Mhm. si tu préfères. Si en fait je Donc montre le, un smoothie, c'est un truc détendu, c'est ça? ouais, c'est-à-dire que si tu regardes les polygones par exemple, si là je vais utiliser un outil tout bête qui s'appelle le pinch, qui veut dire pincer. Si là je pince, vous voyez que mes polygones se contractent et quand je vais venir avec l'outil smoothing, ben, vous allez voir, Mhm. il détend. Vous voyez qu'il détend le polygone. Il permet de Mhm. l'adoucir en fait. Et en fait, c'est ce qu'on fait pour aussi intégrer des formes. Alors là, je vais revenir un peu en arrière pour pas dénaturer le produit. Si par exemple, je viens avec l'outil Claytube, alors le Claytube, c'est clairement comme un tube de terre. C'est comme si on venait sur une surface, on prenait un tube de dentifrice ou un tube de terre et qu'on va l'appliquer sur une surface. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait des gros aplats de terre. Et après, Mhm. je vais venir le smoother, l'intégrer à ma forme. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut, genre, travailler des trucs. Si par exemple, je veux rajouter du volume à ma pommette, bah, je vais venir grossièrement appliquer des gros pâtés de terre. Mhm. Mais ça, après, c'est un peu dégoûtant. On voit les formes. Bah, après, on va venir le smoother, l'intégrer pour que ça donne quelque chose de plus homogène au niveau de votre modèle. Et là, si vous voyez de trois quarts, Mhm. bah, ça a rajouté du volume, mais ce n'est pas grossier, en fait. C'est ça, en fait, Alors on a Dominique qui nous met un petit message en disant un visage dans ses particularités dépend à la fois de l'ossature du crâne, du développement de ses muscles et de leurs attaches tendineuses. Et il dit Totalement. que smooth égale lisse. Ouais, c'est ça, au lycée. Lycée. Alors après, comme dit, c'est des termes, il y a plusieurs définitions. Comme dit, nous, on dit smousser, ça veut dire lisser. Mais surtout, là, en fait, le terme utilisé plutôt, traduit grossièrement en français, ce serait relaxer
le polygone, le détendre en fait. Mhm. Et donc voilà. Mais ce qu'il dit est vrai, c'est ça, c'est du lissage en fait. C'est du lissage simple et dur, quoi. Alors, comme dit, oui, un visage dépend de notre ossature, de nos muscles, parce qu'on peut regarder un visage, par exemple, très carré, le visage de Schwarzenegger. Il a une mâchoire très carrée, les traits sont beaucoup plus marqués au niveau de son visage. Pareil, je veux dire, là, j'ai fait un visage rond, mais si par exemple le mec a un peu moins de muscles au niveau de sa mâchoire, il aurait un visage très anguleux, très creusé comme ceci, quoi. Les mâchoires seraient plus rentrées, les pommettes sortiraient beaucoup plus, c'est tout, parce qu'il a moins de muscles, et donc ça collerait plus à l'ossature. Et c'est exactement vrai ce qu'il dit. Ça dépend de beaucoup de paramètres, en fait. Mais Dominique dit souvent des choses vraies. Ah, ça, je suis d'accord avec lui, hein. Il a une très bonne culture, et il me rattrape beaucoup des fois aussi, hein, mais il a raison de le faire. En tout cas, Bon, Dominique a effectivement beaucoup de connaissances dans le milieu médical. Ah ben, c'est on en intéressant a à savoir. besoin, hein. C'est très intéressant. Donc, maintenant, donc on va étudier l'œil. Alors, moi, je vais faire un œil stylisé. Qu'est-ce que j'entends par stylisé? C'est-à-dire que je ne vais pas placer la. Alors, on me rattrapera si je dis une connerie ou pas. Je ne vais pas placer la cornée sur l'œil. Donc, la cornée, c'est une membrane qu'on a au niveau de l'œil qui protège notre œil. Si vous regardez en fait de profil, vous verrez qu'il y a une petite bombure là où est placé l'iris et la pupille. C'est quelque chose qui est par-dessus l'œil et qui le protège. Généralement, dans les visages stylisés, on ne le fait pas. On va juste creuser l'iris et après la pupille. Alors, comment je vais faire la pupille? Bah, bêtement, comme ce que j'avais dit, je vais utiliser un masque. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai placé un outil qui va permettre de tirer une forme et je lui ai placé une alpha. Alors, une alpha, pour dire bêtement ce que c'est un masque, une forme prédéfinie de masque qui va permettre en fait de travailler une forme spécifique. Si par exemple je mettais voilà ces espèces de rainures, je vais tirer un masque en rainure, mais là ce que je veux c'est une forme ronde, donc je vais lui dire non, je veux que tu me tires une petite forme ronde pour faire l'iris. Alors bon, faut bien la placer, hein, c'est des fois pas évident. Voilà, je le fais. J'intervertis mon masque. Alors un masque dans ZBrush c'est simple. Ce qui est noir, c'est ce que tu ne peux pas toucher. Ce qui est blanc, c'est ce que tu peux toucher. Donc je vais invertir mon masque. Donc c'est blanc, ça veut dire ça, je peux le travailler. Et tout ce que je vais faire, je vais me mettre de profil. Je vais utiliser un outil qui s'appelle le Move. Ça veut dire bouger, bêtement. Et je vais aller un peu en arrière. Et là, on voit que ça creuse un peu ma forme. Donc je vais y aller un peu plus grossièrement. Voilà, on voit que j'ai creusé un peu le truc, mais un peu trop. Donc je me rends compte que cet outil est trop agressif. Donc je vais aller dans un autre outil qui s'appelle le Deformation. Je vais aller sur l'Inflate. Alors, Inflate, c'est enfler, si on préfère. Si je vais dans valeurs positives, ça va me l'enfler vers l'extérieur. Si je vais dans des valeurs négatives, ça va me l'enfler vers l'intérieur. Et là, voilà, je peux un peu creuser mon truc. J'enlève mon masque. Moi, j'ai toujours été impressionné quand on voit des statues dans les musées, hein, celles qui ont été sculptées. Il y a un effet visuel qui est un peu contre-intuitif, mais c'est pour donner un effet réaliste à l'œil d'une sculpture. En gros, on a la sphère de l'œil, mais la pupille, elle est creusée à l'intérieur, comme s'il y avait un trou pour donner une espèce d'ombrage. Et là, je vous poste une image dans le chat, si je peux, pour vous montrer que finalement, les sculpteurs en réel, ils ont leur technique aussi, mais tout ça, c'est des techniques visuelles, que ce soit en 3D ou en réel, c'est pour arriver à du réalisme. Même si, voilà, si on s'approche d'une sculpture et qu'on lui met entre guillemets le doigt dans l'œil, ben, il s'enfonce dans la pupille, quoi. C'est assez étonnant. C'est réaliste, en fait. Si tu regardes un œil réaliste, si tu enlèves la cornée, ton iris et ta pupille, c'est creux dans l'œil, en fait. Ah oui, oui, il y a du vide. La cornée, c'est transparent, c'est vrai. La cornée, ouais, c'est une membrane par-dessus, en fait, qui va protéger ton œil, qui va l'humidifier pour pas qu'il se dessèche. Je me trompe pas.
Ah, il y a de ça. Alors, maintenant, comme dit, bon, j'ai pas pu faire je dis pas de bêtises, l'iris, non, pas l'iris, la pupille, parce que j'ai pas assez de définition. Bon, au pire, c'est pas grave, on peut le faire en texture par la suite. Mais là, on va donc s'attaquer aux paupières. Donc, comment je vais faire ma paupière? Bah, c'est très simple. J'ai donc mon œil qui a été fait, donc c'est une sphère. Et comme je l'ai expliqué, les paupières, ce sont de la peau qui va être placée par-dessus. Donc, je vais donc dupliquer mon œil. Je vais le mettre en solo. Alors, le mettre en solo, c'est-à-dire que je ne veux que voir l'objet que j'ai sélectionné dans mes calques. Et je vais donc lui donner une définition plus basse. Alors, qu'est-ce que j'entends par définition plus basse? Si là, je mets un wireframe, donc les polygones qui composent mon objet, je vois qu'il y en a beaucoup. Dans la 3D, on met beaucoup de polygones pour avoir du détail, mais ce n'est pas pratique pour travailler un objet tout seul. C'est-à-dire que plus il y aura de polygones, plus il va être difficile de travailler mon œil. Vous voyez que ça déforme vraiment des petites parties, c'est pas évident et tout ça. Donc il faut que je lui dise, il me faut moins de polygones pour travailler ma forme. Donc je vais aller dans l'outil géométrie et je vais lui appliquer ce qu'on appelle un Z remesher. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire refaire le mesh. Là, on a ce qu'on appelle. Ce que ça veut dire en anglais, c'est ça qui est drôle. En fait, ça veut dire je vais retravailler, recalculer les polygones qui composent mon objet. Comme je le montre là, vous voyez que j'ai beaucoup de petits carrés. J'en ai énormément. C'est beaucoup trop. Pour travailler un objet en 3D, c'est beaucoup trop. Comme je l'avais expliqué dans la version précédente, on travaille en 3 étapes. Les basses fréquences, les moyennes fréquences, les hautes fréquences. La basse fréquence est l'objet en général, ce qu'on va voir de loin. Si je pose une bille à 5 mètres, on va voir que c'est une forme ronde. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de polygones pour ça, il faut quelques polygones. Quand on va se rapprocher, on va voir qu'il y a peut-être des petits détails, des formes dans la bille, des petits trucs comme ça. Mais quand on va vraiment zoomer dessus, on va voir plus de détails comme des fissures ou des griffures dessus. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que quand on va travailler une basse fréquence, on a besoin de peu de polygones. Et donc, pour avoir peu de polygones, il faut qu'on dise au logiciel, je veux diminuer les polygones. Je vais aller donc sur cet outil qui est Z-Remesher, qui va donc me dire, je vais retravailler ton polygone. Mais c'est à toi de me dire combien tu veux de carrés dans cette forme et comment tu veux que je travaille cette forme. Donc, on voit beaucoup de petits outils, de petits boutons. Au départ, ça peut faire peur parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a. On voit freeze border, freeze group, type groupe. Ça, je ne vais pas l'expliquer parce qu'on ne va pas s'en servir pour l'instant. On va juste aller sur ce petit bouton, ces petits boutons qui sont ici. Là, il y en a un qui me disent Target Polygon Count, donc qui me dit clairement, tu veux combien de polygones? On voit un petit chiffre. Alors, ce petit chiffre, il se calcule en milliers. On voit 5, ça veut dire je veux 5000 polygones. C'est un peu trop, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais dire, j'ai pas besoin de toi. Je vais aller sur ces petits boutons. Alors, il y a l'adaptative. Alors, ça, c'est un peu compliqué dans ZBrush. ZBrush essaye de calculer au mieux. Le truc, quand on dit un adaptative, ça veut dire je vais te générer des polygones, mais je vais l'adapter à ma sauce. Et ça, je veux pas. Je veux des formes très précises. Donc, je vais l'enlever. On voit double, same et half. Alors, double, c'est simple. Ça veut dire tu veux que je retravaille cette forme, mais tu me veux le double de polygones. Comme je l'ai dit avant, je veux pas beaucoup de polygones, donc c'est non. J'ai le same, ça veut dire tu veux que je retravaille cette forme, mais tu veux le même nombre de polygones. Il y en a beaucoup trop, donc c'est non. Et là, on a le half. Et le half, ça veut dire je veux que à chaque fois que je vais cliquer sur le recalcul de polygones, tu vas me diminuer le nombre de polygones. Ça veut dire qu'il va le faire à chaque fois d'ordre décroissant. Il va dire, bon, je vois que tu as 7000, là on peut le voir, tu as 7086 polygones, donc je vais le diminuer de moitié, tu vas en avoir 300 000 et quelques. Et à chaque fois que je vais le dire non, je veux que tu diminues plus, il va le diminuer de moitié. Donc je vais cliquer dessus. Tac.
Et là, on voit qu'il enlève le target polygon count. Il va dire, OK, tu veux pas que un nombre précis de polygones, tu veux que je le diminue à ma sauce. On a deux autres boutons, Adaptive Size, Curve Strength. L'Adaptive Size se base sur le Adaptive, c'est-à-dire que tu veux 50% d'adaptation de ton modèle. Non, j'en veux le moins possible de l'adaptation. Et la Curve Strength, c'est en fonction d'un autre outil. Ça veut dire que tu veux que je suive une ligne précise. Alors, soit on peut la dessiner, soit il y a un outil qui va permettre de le faire. Mais j'en ai pas plus besoin que ça, donc je vais lui dire non. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est ZRemesher. Et là, vous allez voir, il y a une petite barre au-dessus qui calcule. Et là, vous allez voir, ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de polygones, donc il doit vraiment bien recalculer. Et là, allez, voilà, boum. Il a recalculé. On voit qu'il y a tout autant de polygones, mais un peu moins. On peut le voir là au-dessus. Il y a le compteur qui est descendu de 700 000 à 200 000. Mais c'est encore trop. Alors je vais lui dire, refais encore un calcul. Tiens, Là, Alex, est-ce que tu peux changer le background de ta scène? Parce que là, c'est deux ronds noirs sur un écran noir. Ça fait un peu, on voit pas le bout du tunnel. Ouais, attends, je peux changer la couleur. Voilà. En fait, c'est surtout qu'on voit les polygones, en fait. C'est pour ça. Ah oui, pas mal. Si là, je peux zoomer, voilà, là, vous allez voir qu'il y a moins de problèmes. Là, je vais lui dire, recalcule-moi avec moins de polygones, encore une fois. Alors, il recalcule, il prend un peu le temps parce que il doit analyser face, profil et profondeur. Et là, ouais, pack, moins de polygones, mais c'est encore trop, j'en veux encore moins. Boum, il en a fait moins, mais j'en veux encore moins. En fait, je vais y aller jusqu'à ce que j'ai vraiment très peu de, voilà, très peu de matière. Là, ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez léger en termes de carré. Et là, ça va être plus simple de le travailler après, parce qu'il y a moins de polygones, moins de points, moins de surface. Donc, ça va être plus simple de le travailler. Donc là, je vais remettre le visage. Ce que je vais faire, je vais les agrandir. Alors, je vais utiliser ici l'outil qui s'appelle Scale. Scale, c'est du scaling. Alors, il y a plusieurs traductions pour scale, hein, mais en gros, ça veut dire augmenter ou diminuer la forme. Je vais donc tirer un trait et je vais un peu agrandir, voilà, ma paupière pour que ça recouvre bien l'œil. Je vais aller en vue de profil, je vais utiliser l'outil Move et je vais la tirer pour qu'elle me recouvre parfaitement l'œil. Alors là, je vois que ça dépasse encore un peu, je retire. Je tire encore un peu et voilà. Bon. Alors, le problème, c'est qu'une paupière, c'est deux demi-cercles. Donc, je vais faire un contrôle et un majuscule. Et là, on voit qu'il y a d'autres outils qui sont apparus. Et là, je vais lui dire, il me faut un outil qui s'appelle le Slice Curve. Alors, je pourrais pas vraiment l'expliquer parce que bon, bah, j'ai appris ça sur le tas et je sais qu'il faut me servir de cet outil, mais voilà. En fait, c'est qu'il va créer ce qu'on appelle des polygroupes. Le polygroupe dans ZBrush, c'est très important. Ça permet de créer en fait deux formes qu'on va pouvoir venir à chaque fois isoler en faisant un contrôle majuscule clic sur la couleur de notre choix et sur laquelle on clique, il va faire apparaître ce qu'on veut, quoi. Si je clique sur le brun, il me fait que apparaître le brun. Si je clique sur le bleu, il me fait que apparaître le bleu. Maintenant, il faut séparer ces deux formes parce qu'elles sont encore en un seul bloc. Donc, je vais aller dans mes subtools et là, je vais aller sur un split qui veut dire séparer. On peut faire un split de plusieurs manières, soit par un masque, donc quand je tirais ces formes noires, soit par des polygroupes, groupe split. C'est-à-dire là, il reconnaît, il dit j'ai un groupe bleu, j'ai un groupe jaune. Je vais donc le séparer de par ces deux couleurs. Et là, si je le fais, il me dit, alors, voilà, this is an undoable operation. Alors, voilà, il l'a fait. Et là, on peut voir dans mes subtools que j'ai deux objets à part. C'est-à-dire, si je les mets en solo, j'ai soit le haut, soit le bas. Et ça va être très important parce que ça veut dire qu'on pourra travailler sur ces éléments à part, sans modifier celui-là, sans modifier celui-là. Maintenant, le problème, c'est que c'est un cercle vide. Et c'est pas bon parce que notre paupière, elle a toujours un petit volume. Donc, je vais aller dans la géométrie
et je vais lui dire, bah écoute, je veux que tu me modifies la topologie, mais j'ai un trou, et je veux pas de ce trou. Et je vais aller cliquer sur ferme-moi les trous, et là, paf, il me ferme le trou. Et on va faire pareil pour la paupière du bas. On va lui dire, s'il te plaît, ferme-moi le trou. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il m'a créé des artefacts sur la paupière de gauche, parce que ces deux objets séparés, et lui, bon, bah, il essaye de faire au mieux, mais des fois, bah, c'est un peu compliqué pour lui. Mais c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Je vais lui dire, écoute, on va aller dans la déformation et on va faire un petit miroir. Alors, vous voyez qu'il m'a bougé la forme. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'après, je vais aller dans géométrie et je vais aller dans nouveau, modifier la typologie et je vais dire, je veux que tu me fasses un miroir et que tu me le soudes. Weld, ça veut dire souder. Donc, miroir and weld. Alors, j'étais obligé de faire cette déformation parce que ZBrush, je ne sais pas pourquoi, il aime que faire un miroir and weld de gauche. Vous allez voir, quand je vais cliquer, tac, ah, bah, c'est la même chose. Il m'a copié l'œil que j'avais à gauche pour le mettre à droite et que ce soit pareil. Et là, pareil, je vais aller au-dessus. Je regarde. Déformation. Miroir. Géométrie. Miroir and weld. Et là, vous avez, voilà, deux demi-sphères fermées. Maintenant, je vais faire une rotation. Je vais donc prendre un point de pivot. Le point de pivot, c'est en fait là où votre objet va bouger. Si par exemple, vous prenez ma main, si je mets un point de pivot ici, ma main bougera comme ça. Mais si je l'avais mis là, au milieu de ma main, c'est comme si ma main va bouger dans ce point de pivot-là, en fait. En fait, je vais le montrer simplement. Si maintenant je mets mon point de pivot ici, et que je bouge, vous voyez, ça bouge là où il y a ce petit cerclage ici. Mais c'est pas juste. Une paupière, elle bouge du coin de l'œil. Donc, je vais y aller. Et je vais lui dire, ouvre-moi un peu ma paupière. Ici. Je vais passer sur la paupière en dessous. Je vais lui dire, bouge-moi la paupière un peu en bas. Et là, on commence à voir qu'on a quelque part une ouverture de paupière. Maintenant, il va falloir la placer, cette paupière. Il va falloir lui donner la forme. Alors, je vois qu'il y a une petite erreur ici. Donc là, j'ai placé mon point de pivot là, ici. Et je vais lui dire, je veux que tu bouges ici un peu. Alors, je ne suis pas sur le bon élément. Alors, qu'est-ce que je fais en fait? Là, j'essaye de les superposer. Normalement, la paupière supérieure est un peu décalée par rapport à la paupière inférieure. Mais dans la 3D, et surtout la 3D qui va servir dans le jeu vidéo ou dans les films d'animation, on les superpose parce que ça va être plus simple après pour l'animation. Et surtout pour quand on va refaire la topologie du visage. Ça, je l'expliquerai prochainement dans un prochain live. Et là, maintenant, ce que je peux faire, je peux prendre ma petite brush move et commencer à créer une paupière. Ici. Ici une fois. Ici une fois. Voilà. Donc, je sors de telle façon à ce qu'il y ait un volume. Parce que quand vous regardez votre paupière, si jamais je baisse la tête, vous voyez qu'il y a toujours un petit volume là. Et si je la lève, il y a toujours un petit volume au-dessus. Donc, je vais les replacer pour qu'il y ait le petit volume qui sorte. Et maintenant que c'est fait, je vais fusionner mes deux paupières. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un merge down. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre subtool au-dessus. Et merge down, ça veut dire tu me fusionnes l'objet qui est au-dessus à l'objet qui est en dessous. Tac. Alors là, il me dit, c'est une opération qui ne sera pas annulable. Est-ce que tu veux le faire? Je lui dis oui, je veux. Et maintenant, pour travailler mes paupières, je vais utiliser ce qu'on appelle un move topological. Alors lui, il est très différent du move ici. Le move, de base, va bouger toutes les formes en même temps. Le move topological, en fait, va comprendre que si je clique là-dessus, je ne dois que bouger cette partie-là. Mais si je touche celle qui est en dessous, je dois que bouger celle qui est en dessous. Et là, on va commencer à dessiner notre forme de paupière en la plaçant, en bougeant un peu autour et en replaçant.
Et là, on peut commencer à dessiner une petite paupière supérieure. Alors ça, dans la 3D aussi, c'est quelque chose de très important. On doit toujours tourner autour de son objet. Parce que la 3D, ce n'est pas de la 2D. Il y a l'axe X, qui est donc l'axe des abscisses, et Y, l'axe des ordonnées. Et la 3D, en fait, c'est l'axe Z, qui est l'axe de profondeur. Et donc, dans la 3D, quand on travaille un objet, il faut vraiment le travailler sous tous ses angles, c'est-à-dire face, profil, profondeur. Et là, vous voyez, je peux... Alex, quand tu bosses là sur tes logiciels, tu as un rendu 2D à l'écran, mais est-ce qu'il t'arrive des fois de mettre je sais pas, des lunettes polarisées ou des lunettes vert et rouge pour bien appréhender le volume? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ZBrush te permet de bouger sur ces formes-là. Je peux bouger soit autour, soit voilà, ou alors en profondeur, en zoomant et en dézoomant. Si maintenant je mets le sol, voilà, on peut voir ben voilà, notre axe, X qui est rouge, Y qui est vert, Z qui est bleu. D'accord, non, en fait, je me souviens que sous 3ds Max, par exemple, tu pouvais changer le filtre, enfin, la façon d'afficher ta vue là, de travail, qui te permettait de voir une image stéréoscopique avec, par exemple, ce qu'on a l'habitude de voir un filtre vert sur l'œil gauche, un filtre rouge sur l'œil droit, et deux images qui se superposent, qui sont donc filtrées par le vert et le rouge, et tu vois ton écran dans une vraie 3D que tes yeux peuvent comprendre. Alors ZBrush, je ne sais pas s'il le fait. Si Max le fait, ZBrush ne le fait pas. Ça. D'accord. Donc voilà. Et maintenant, je commence à vraiment travailler ma forme d'œil. Et vu que j'ai très peu de polygones, bah, je peux lui donner la forme que je veux. Si je veux qu'elle ait un œil plus amical, voilà, bah, je peux bouger ma paupière au-dessus. Mais si je veux qu'elle ait un œil beaucoup plus, comme dit, soit endormi, soit un peu plus froid, comme certains personnages de manga, bah, je retravaille et je donne les formes que je veux, quoi. Et si maintenant je veux qu'elle ait un regard plus asiatique, bah, je vais aller sur mon œil, faire une petite rotation, et voilà, quoi. Je peux placer mes yeux comme je l'entends. Alors, là, comme dit, c'est une paupière très grossière, hein. Il va falloir après la retravailler, la rebouger, lui redonner. Et là, ce que je place maintenant ici, c'est la cornée. Donc la cornée, c'est ce petit... Non, pas la cornée, qu'est-ce que je raconte? La glande lacrymale. Excusez-moi, ma langue a fourché. Vous voyez qu'on a toujours ici une petite ouverture du coin de l'œil avec un petit muscle, quoi. Et là, voilà, je commence à placer et je vais commencer à travailler la forme de mon œil. Si je veux qu'il soit plus ouvert en bas. Et là, on va appliquer maintenant on va dire, une vulgarisation, un stéréotype de l'œil. Si on veut, si je me trompe pas, je crois que dans les films un peu cartoon, l'œil est plus fin en partant de la glande lacrymale et plus large quand on arrive vers l'extérieur de l'œil. Donc ça, je vais le placer. Commencer à faire ça, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fermé mes sphères, en fait. Que j'ai pas créé une petite partie de fermeture, mais que j'ai fermé entièrement la paupière. C'est que je pourrais le tirer ad aeternam et j'aurais toujours un volume présent, quoi. Et là, voilà, je commence à placer. Et là, je vais commencer à le rentrer pour simuler un peu l'œil, grossièrement. Et là, on commence à arriver vers un œil à peu près clean. Et là, on voit qu'il y a des fois des petits artefacts, que c'est pas tendu. En 3D, généralement, on tend au maximum les formes. On les tend au maximum pour qu'il y ait une espèce pas de justesse, mais que ce soit agréable à regarder, en fait. Parce que si maintenant il y avait plein de petits artefacts comme ça et tout dans l'œil, ben, c'est un peu disgracieux, ça nous
ça nous choque au niveau de l'œil. Donc, on va maximum tendre les formes, superposer ce qu'il y a à superposer et aligner ce qu'il y a à aligner pour que ça donne une impression agréable, quoi. Là. Et là, voilà, on commence à avoir. Est-ce qu'il t'arrive de retoucher aussi des scans 3D de personnes ou Oui, rien. toujours. Tu fais des Toujours. retouches? Bah, le truc, c'est que Déborah, qui fait des études donc en 3D, il doit faire un projet personnel et certains, en fait, ont dû faire des scans en 3D de leur visage parce que c'était oui. compliqué à modéliser. Mais le problème, c'est qu'il y a des imperfections des fois, donc il faut toujours retoucher une image. Mais ça, de quelque manière que ce soit, quoi. Il faut tout. Ouais. Donc, voilà, je retouche. Alors j'en profite, hein, on a un message de Dominique qui dit: il me semble que l'iris touche à peine l'une des paupières quand l'œil est bien éveillé, celle du haut quand le regard est direct, celle du bas quand le regard va vers le bas. Point d'interrogation. Alors ça, je ne suis pas très au courant. Je peux faire un test. Quand je regarde vers le haut, ouais, l'iris ne la touche que très peu. Oui, parce que tu vois pas ta paupière. J'en profite aussi, hein, on va bientôt être à l'heure de notre live, d'ici 5 minutes. Bah là, c'est simple. Et c'est pour ça que je fais toujours l'œil au départ. C'est que... Ah, il a un petit bug. Alors pourquoi il bug? Il bugouille. Voilà. Si maintenant, je place l'iris, bah ça fonctionne, hein. Alors ça, c'est vrai, mais ça, c'est encore dans la technique d'animation. C'est vrai que quand tu vas lever tes yeux vers le haut, ta paupière supérieure va se lever pour justement ne pas obstruer ton iris. Et pareil quand tu regardes vers le bas. Donc il faut qu'il y ait un peu cette justesse, quoi. Alors, pour vite fait clore un peu cette petite modélisation, c'est que imaginons maintenant votre œil, il vous plaît. Vous vous dites, c'est bon, j'ai un œil qui me convient, je le trouve juste, je le trouve intéressant. Le problème, c'est que comme dit, maintenant, vu qu'on a très peu de définition, c'est pas beau à regarder. On voit plein de facettes, on voit plein de polygones. Il faut un peu maintenant corriger ça. Tout ce qu'on va faire, bêtement, on va aller sur la géométrie et on a un petit outil, alors que je me trompe pas, là, qui s'appelle Divide. Divide, ça veut juste dire tu vas me diviser les polygones par deux qui se trouvent ici. Et là, si je le fais, vous allez voir, pouf, ça augmente le nombre de polygones et ça smooth, donc ça lisse votre forme. Et là, voilà, vous avez quelque chose de lisse. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, vous vous dites, ah ouais, mais mes yeux, ils sont pas parfaits. C'est tout bête. Vous avez un petit counter ici et vous pouvez revenir à quelque chose de plus doux, enfin quelque chose de plus low, de plus diminué dans le polygone, et retravailler à nouveau un petit peu de votre côté. Et après, en appuyant sur la touche D, réaugmenter la division. Et si vous faites Maj D, rediminuer dans la division. Et à chaque fois, retoucher, retoucher. La 3D, c'est beaucoup de retouches, hein. C'est jamais gravé dans le marbre. Il y a toujours moyen de modifier, quoi. Parce que là, si maintenant je regarde mon œil, je vois qu'il y a quelque chose qui me choque, il n'est pas bien centré. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, un œil, si vous regardez de face, votre pupille et votre iris devraient être au centre de la paupière. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ça m'embête. Je vais un peu tirer plus pour le rendre plus juste. Voilà, là on arrive à quelque chose de beaucoup plus juste. Encore un petit peu peut-être. Voilà. Et ensuite, voilà, je reviens à chaque fois retoucher. Et je viens replacer comme il faut, où il faut. Et si jamais on voit que ici, ça rentre un peu trop dans le modèle, je vais venir avec un peu de terre glaise. La terre glaise, elle ajoute quand on modélise, mais je veux enlever, donc je vais faire Alt.
Et je vais venir un peu creuser et lisser. Creuser. Voilà. Et là, c'est bon. Il n'y a plus de petits artefacts. Et maintenant, je pourrais travailler ma pupille avec la plus grande facilité du monde. Et après, comme dit, il va falloir retoucher un peu. Pourquoi? Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que c'est des objets posés les uns sur les autres. Et on va venir travailler après les muscles qui viennent recouvrir un peu notre paupière pour apporter un peu plus de réalisme. Donc je rajoute de la terre glaise, hein, c'est tout bête. J'ai juste cliqué sur cette petite, alors ça se dit une broche, hein, donc c'est un pinceau. C'est grossièrement traduit, mais c'est un pinceau. Et je vais venir, voilà, recouvrir un peu ma paupière pour créer ce muscle qu'il y a au niveau de l'arcade. Alors moi, j'utilise plutôt des brushes douces. Je ne suis pas un fan de l'autre parce que l'autre est beaucoup trop agressive à mon goût. Elle rajoute beaucoup trop de matière très facilement. Je préfère celle-là qui, en fait, comble les vides avant de rajouter du volume et donc qui est très très douce, très très agréable. Et c'est généralement une des brushes les plus utilisées par les sculpteurs 3D. Donc là, voilà, je rajoute ma petite matière, je recouvre, je recouvre, je recouvre. Et après, je vais venir intégrer en lissant. Et ça donne. C'est vraiment passionnant là, de te regarder faire. Hein. J'ai envie de dire, c'est même plus passionnant que de voir une imprimante 3D faire le truc. Puisque bon, là, on a en plus des commentaires audio, donc tu rends ça vraiment très vivant, très dynamique. Et dis-moi, là, on est dans un, comment dire, t'as quasiment fini les yeux. Est-ce que le truc qui est le plus, comment dire, génial dans la 3D, les cheveux, la fourrure, c'est quelque chose que tu gères aussi de toi-même ou c'est plutôt des filtres? Et en répondant à cette question, ce sera peut-être le mot de la fin. Alors, il y a deux façons. Là aussi, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont créer avec un modifieur les cheveux. Alors, un modifieur dans certains logiciels, c'est-à-dire qu'il va stimuler les cheveux et après, on peut les retravailler. Et où est-ce que c'est plus stylisé? Certains modélisent carrément les cheveux, c'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, par exemple, je vais faire un petit truc vite fait bien fait pour montrer. Donc, pardon, là, je vais aller un peu plus vite, hein, parce que là, c'est juste un exemple. Non, mais les cheveux, ce sera peut-être une Non, mais autre. je peux vite montrer un truc vite fait, bien fait, t'inquiète pas. En fait, ça va être, on va créer un volume, vite fait, bien fait. Voilà, j'extrais une forme, j'accepte. On va un peu se faire ça. Donc le Dynamesh, c'est ce que j'avais un peu montré. Voilà, une forme très simple et tout. On va un peu intégrer, smoother tout ça et tout. Voilà. On va augmenter un peu vite fait la définition. Et après, ce qu'on va faire, on va dessiner ses cheveux, quoi, en fait. On va un peu les dessiner, les intégrer, les redessiner, les réintégrer. Et après, on va venir les travailler avec l'outil que j'avais montré qui permet de faire des formes très simples. Et on va donner un peu du volume aussi, quoi. On va sortir un peu les formes, on va les... En gros, c'est comme du dessin, mais en 3D, en fait. On vient placer les formes, voilà, un peu où on veut, comme on veut et tout ça. On peut, voilà, faire des petites ondulations, on peut creuser ces petites ondulations, on va, voilà, quoi, donner une forme à ses cheveux et après, on va venir la retravailler pour un peu la rendre plus agréable à l'œil et tout. Et après, en fait, quand ils vont les animer, ça va être tout bête. Ça veut dire qu'ils vont laisser une forme compacte et ils vont modéliser quelques petites mèches à part qui vont animer à part pour simuler un cheveu, en fait. Ouais, alors à propos de cheveux, je vous donne Lionel, si tu peux zapper sur mon écran. Ok, je me suis simplement fait un selfie pour vous montrer que je suis bien dans le local. Il n'y a pas d'animation, mais finalement, voilà, ce premier live dans le local était un peu chaotique. Voilà, on n'était pas là-bas depuis
3 mois quasiment, remettre tout en place et rebrancher. En tout cas, le matériel est là. On n'attend plus que le feu vert pour que le public puisse revenir nous voir, alors peut-être d'ici quelques semaines. Et surtout pour ceux qui ont envie de nous suivre et vivre des ateliers en live, on vous proposera des dates. Et donc, vous aurez un lieu à visiter pour tester, pour voir l'impression 3D en live. Et voilà, sinon, on attend bien sûr toujours vos commentaires pour agrémenter le live, votre participation. Si vous avez une imprimante 3D chez vous et que vous avez envie de montrer ce que vous avez imprimé, n'hésitez pas à faire votre candidature. On est une association très ouverte. Les makers sont une grande communauté. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, Alexandre, qui est déjà souvent parmi nous, nous donne à partager sa passion et c'est super exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Qu'est-ce que tu veux dire, Lionel? Un clap de fin? Alexandre, tu as aussi encore un truc à nous dire. Est-ce que la semaine prochaine, pour ton déménagement, tu seras parmi nous ou tu fais une pause? Je pense être là parce qu'on part dimanche, mais on avait déjà fait toutes les démarches pour nous installer. On avait déjà fait le déménagement, on avait déjà la box, la ligne est prête et tout ça. Ah, Donc super. dimanche, on va se rentrer. Et mardi, bah, si Internet marche et ma machine est prête, bah ouais, je peux être là, quoi. De toute façon, je vous préviendrai, y a pas de souci. Excellent. Ben, écoute, on se tient au courant. On essaie de continuer sur des lives hebdomadaires. Et puis, sinon, on espacera un petit peu. C'est pas un souci. Ouais, ouais, bah, y a pas... De toute façon, comme dit, moi, je tiendrai au courant Parfait. et il y a pas de souci. Génial. En tout cas, ben, Lionel, on remercie toutes les personnes qui ont suivi le live. Et c'est quand tu veux. Bah écoute, merci à tous ceux qui étaient là. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires pour les prochaines fois s'il y a des choses qui vous intéressent plus. Je remercie Alexandre d'avoir Mais participé en espérant que son déménagement se passe bien. Et bah, on se dit à la semaine prochaine. à la semaine